Le handball est fantastique, la voix enthousiastique, 16e et dernière preview vers les étoiles. Ça y est, on y arrive à la fin du marathon depuis maintenant plus de 2 semaines. Après la mi-août, quand je me suis lancé sur la première preview de Istres, ça y est, j'arrive au bout du pari que je m'étais fixé de te faire une preview par jour pour te présenter les équipes qui participaient à la Liqui Moly Star League version 2024-2025, le championnat de France de première division masculine. Et on termine, bien sûr, avec l'équipe qui a remporté le trophée avec son lot d'émotions dans un contexte et un décorum exceptionnel, le Paris Saint-Germain, le champion de France en titre qui a droit maintenant à sa preview. Et puis, lorsque le titre a été décerné l'année dernière, eh ben, j'étais dans l'assistance. J'ai fait partie des plus de 15 000 personnes qui ont assisté au dernier match de la saison du Paris Saint-Germain, avec bien sûr le départ du légendaire, du GOAT, Nicolas Karabatic pour son dernier match en professionnel en club. Et aussi, voilà, c'était un moment exceptionnel. J'aurai le moment d'y revenir un peu plus dans cette vidéo, mais un peu plus tard, je veux dire, dans cette vidéo. Mais on va respecter quand même les principes qu'on s'est fixés depuis le début. Tu sais que ces vidéos, ces previews sont séquencées en plusieurs parties. La première d'entre elles, c'est le Yago. On fait le retour dans le rétroviseur. On voit ce qui s'est passé sur l'ensemble de l'année du Paris Saint-Germain l'année dernière. Ensuite, on passe directement au set de platine. On regarde les joueurs qui sont partis et on va s'attarder notamment sur un en particulier. Les joueurs qui sont arrivés dans le set de platine, la composition de Raúl González, comment il voit les choses. Ensuite, on va rentrer dans le Money Time avec une grosse question. Et il y en a une grosse, une belle question à poser au sujet du Paris Saint-Germain. Puis, on va se focus sur un expert de défi. L'expert de défi, c'est le joueur sur lequel on va porter attention. C'est lui qui va nous faire cliquer sur la plateforme Handball TV lorsqu'il s'agira d'aller voir les matchs, ou alors la plupart du temps, le Paris Saint-Germain est diffusé sur beIN Sport. Dans ce cas-là, tu mets ton abonnement et tu regardes beIN Sport et puis tu regardes le match. Mais ça peut arriver quelquefois quand le Paris Saint-Germain joue contre un relégable en général ou une équipe plus de bas de classement, que le Paris Saint-Germain soit accessible sur Handball TV, pardon. Donc ça peut arriver. Et à la fin, on va conclure par le pronostic. Et oui, est-ce que le Paris Saint-Germain va conserver son titre de champion? Je te donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, comme d'habitude, tu sais comment on procède. On va partager l'écran et je vais te montrer ma présentation au sujet du Paris Saint-Germain handball. On a grandi ici et voilà, tu connais déjà les affaires, tu connais ce logo, logo indémodable. Ça marche aussi bien pour le foot que pour le hand que pour le judo. Le Paris Saint-Germain handball a sa preview, la dernière équipe, la 16e. Je te cache pas que j'ai un petit peu d'émotion à l'idée de me dire que j'ai bientôt terminé ce marathon et que je me suis respecté le pari dans les délais que je m'étais fixés jusqu'à publier la dernière vidéo à la veille de la reprise du championnat. Là, je te cache pas que je sais pas quel autre YouTuber a fait ça concernant le championnat de France de handball pour l'instant. En tout cas, tu pourras lui ressortir l'URL de cette playlist, c'est sûr. Allez, on y va. Le Paris Saint-Germain. Et la première séquence, le Yago, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur. Applaudissements pour le Paris Saint-Germain qui, de haute lutte avec le HBC Nantes, a remporté son titre de champion. Finit premier donc avec un point d'avance seulement sur Nantes. Premier, 55 points. En 30 matchs, c'est simple, 27 victoires, un nul, 2 défaites. Un parcours écrasant. Le Paris Saint-Germain a littéralement roulé sur la concurrence, presque toute la concurrence. Il y a eu quand même 3 accros dans cette saison et on va y venir justement sur quels étaient ces accros, notamment un qui aurait pu lui coûter le titre de champion de France en fin de saison. Et en fait, quand tu regardes le bilan des buts, c'est simple, le Paris Saint-Germain a la meilleure attaque du championnat, 1083 buts marqués en 30 matchs contre 893 buts encaissés. Ce n'est pas la meilleure défense, c'est la deuxième meilleure défense. Nantes a une meilleure défense que Paris sur ce coup-là. La plus grosse victoire de Paris, c'était lors de la 7e journée, on était au mois d'octobre. Le prétendant au maintien, Saran, arrive à la salle Pierre de Coubertin et se prend un -15. Voilà, tarif. 46-31, c'est la victoire de Paris sur Saran. 46, c'est en dépit, là je réfléchis, le 44-41 de Toulouse
contre Dijon, en fait, non, voilà, en fait, c'est bien ça. C'est bien le Paris Saint-Germain qui a marqué le plus de buts dans une victoire, dans un match de l'équipe Movistar League l'année dernière. 46 buts. Aucune équipe n'a fait mieux que Paris que marquer 46 buts dans un match, dans les 30 matchs qu'il aura eu à disputer dans cette Ligue Kimodi Star League. Donc 46-31 contre Saran. Saran, on le sait, est descendu dans des circonstances épiques que je t'ai expliquées, notamment au début de ses previews. J'ai retracé ça quand il s'agissait de faire des previews de Créteil et de Ivry. Je t'invite à aller revoir ces vidéos. Si tu as manqué ce storytelling de fou malade de fin de saison concernant ce combat pour le maintien, et la plus lourde défaite du Paris Saint-Germain lors de la 23e journée, eh ben, c'était pas une lourde défaite, mais c'était une défaite qui aurait pu faire mal. C'était la défaite à Nantes sur le score de 32-30 au mois d'avril dernier. Et c'est à partir de ce moment-là où on sent qu'il y a une bascule dans le rapport de force entre Nantes et le Paris Saint-Germain. On va y venir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et avant que je bascule sur la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est important que je te relate un petit peu le film de la saison du Paris Saint-Germain. C'est très simple, le champion en titre, quand il a démarré son exercice l'année dernière, la première victoire, bien sûr, lors du premier match, c'était contre Limoges, victoire de 10 buts, 37-27, et c'est aussi simple que ça. Euh, le Paris Saint-Germain, c'est juste cette victoire contre Limoges, c'est juste la première victoire d'une série de 18. 18 victoires d'affilée. Autant te dire que la phase aller, c'est imperfect. Voilà. Paris gagne tous ses matchs. Je vais pas te faire le détail de plus de combien, de plus de ci, de plus de... C'est pas intéressant. La phase aller, c'est simple. Paris roule sur tout le monde. C'est aussi simple que ça. Et l'équipe marche super bien, super fort. Même jusqu'à commencer au début, une fois que la trêve internationale est passée, au début, 16e journée, 17e, 18e journée, ça gagne encore. Et boum, ça s'enraye au bout de la 19e journée. Alors, d'abord, dans la première partie de saison, c'est important de te rappeler que justement, la dernière victoire de Paris contre Nantes, c'était donc lors de la 5e journée du championnat l'année dernière, 35-32, et lors de la 7e journée, à se rappeler notamment donc la victoire contre Saran, 46-31. Lors de la 19e journée, donc, là, la machine s'enraye un petit peu. Toulouse vient, monte à Coubertin et match nul, 29 partout. Après ce match nul, Paris va encore enchaîner 3 victoires d'affilée, ce qui va monter le score à 20, 21, 22 matchs sans défaite. Et donc, ces 3 victoires d'affilée, il y avait donc cette victoire à Nantes sur le score de 32-30. Et si tu veux, dans cette rencontre, ce qu'il faut observer, c'est que, je l'ai déjà dit dans la vidéo quand j'ai présenté Nantes, Elohim Prandi dans cette défaite, a mis 11 buts, a beaucoup scoré. Camille Chipjack, 6 buts. Kent Robin Tonnesen, 5 buts. Aymeric Min en face de l'autre côté a marqué 6 buts, alors que Jorge Maqueda et Valero Rivera marquent 5 buts chacun. Cette défaite à Nantes, c'est donc la première d'une série de 3, puisque comme tu le sais, il y a eu aussi la défaite en finale de Coupe de France que Nantes a remportée. Et aussi, cette vidéo, elle est tournée 2 jours après le match du Trophée des Champions, où Nantes s'est imposé contre le Paris Saint-Germain 36-29. Donc, le Trophée des Champions arrive du côté de Nantes, et donc ça laisse augurer euh, peut-être un rapport de force, une bascule, quelque chose. On va voir dans les détails, mais en tout cas, Nantes commence à devenir une vraie bête noire pour Paris, quoi qu'il arrive. Et donc, après cette défaite contre Nantes, donc, Paris revient donc à Coubertin et va enchaîner 4 victoires. Plus 8 contre Saint-Raphaël, plus 3 contre Cesson, plus 7 contre Dunkerque, plus 7 à Dijon. Là, on se dit, OK, c'est bon, Paris, ça va dérouler, mais dans le même temps, Nantes s'accroche aussi. Nantes n'arrête pas de gagner en même temps et garde 3 points, une distance raisonnable de 3 points d'écart. Sauf que à la 28e journée, à Coubertin. Le dernier match à Coubertin de Nicolas Karabatic, qu'est-ce qui se passe? Nîmes arrive, boum, -1. Victoire 33-32 de Nîmes à Paris à Coubertin, alors que Nîmes est sans doute une des équipes les plus irrégulières de la saison. Bam, patatras, tu gâches la fête de Nicolas Karabatic à Coubertin, et non seulement ça, sachant que Nantes en face de l'autre côté, Nantes a gagné, et ben Nantes revient plus qu'à 1 point du Paris Saint-Germain à 2 journées de la fin. Donc, il se peut qu'il y ait un final. Et là, on regarde le calendrier. Qu'est-ce qui se passe pour Nantes? Qu'est-ce qui se passe pour Paris? Et ben pour Paris, après, c'est un déplacement à Créteil qui se fait. Donc, un très court déplacement à Créteil
Et bien sûr, le dernier match contre Aix à la salle Pierre de Coubertin, à la salle, à l'Accor Hotel Arena à Bercy. Et je te ferai un petit peu le récit de ce moment-là. Donc, je te disais J29 plus 13 à Créteil et la victoire plus 3 contre Aix 39-36 qui était très, très, très émouvante. J'y étais à ce match-là. J'y étais. C'était donc la dernière de Nicolas Karabatic, aussi d'autres joueurs qui s'en allaient aussi. Et dans l'atmosphère déjà de l'Accor Hotel Arena, il y a déjà le record. C'est-à-dire que jamais il n'y aura eu autant de monde pour voir un match du championnat de France masculin de handball, de première division. On était un peu plus de 15 000 ce soir-là, à Bercy. Et je te cache pas qu'effectivement, une atmosphère planait, résidait à l'issue du match entre Paris et Aix, victoire de Paris 39-36. Euh, on voit la dernière de Nicolas Karabatic, la légende qui s'en va, le GOAT qui s'en va. Je te fais pas toute la litanie de tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait, mais il laisse une empreinte absolument indélébile et l'atmosphère dans ce dernier match, alors parce qu'en plus de ça, le titre est acquis, le titre est conquis, il y aura eu deux cérémonies en fait dans cette soirée, la cérémonie du remise du titre de champion pour Paris et la cérémonie des adieux, notamment des joueurs qui partaient, à commencer par des joueurs comme Adama Keita, Dominique Maté, qui s'en allaient aussi. Et quand c'est arrivé autour de Nicolas Karabatic, et ben là, c'est clair que là, il y a eu une émotion très, très particulière. Feu d'artifice, vraiment, le Paris Saint-Germain a très, très bien géré les choses. Les gens qui sont occupés du feu d'artifice et de toute l'animation autour, notamment de la célébration du départ et surtout le long discours que Nicolas a donné à la fin, c'était assez impressionnant. Vraiment, j'en ai encore des frissons quand j'y repense, mais ça restera pour moi, en fait, je tenais à être présent pour la dernière du plus grand joueur que ce sport n'a jamais porté. Et c'est pas moi qui le dis, mais l'ensemble de ses contemporains internationaux. Quand tu as Lovegren, Victor Thomas, euh, et Mikkel Hansen qui disent que c'est lui le GOAT, que c'est un joueur absolument exceptionnel, et ben, c'est pas pour rien, mais c'était, voilà. J'aurai l'occasion de faire une vidéo un petit peu plus tard, beaucoup plus détaillée, fouillée sur Nicolas Karabatic. Mais ce moment-là, à la fin de la saison du Paris Saint-Germain, avec le titre de champion en prime, eh ben, c'était exceptionnel. Juste pour la petite histoire, Nicolas Karabatic avait un penalty pour pouvoir scorer le 40e but du Paris Saint-Germain. Ça reste bloqué à 39. En fait, tout ça parce que Nicolas Karabatic trouve le moyen de se faire expulser en tirant sur la tête dans le penalty, sur la tête de Denis Serdarouzic. Et c'est ça qu'on remarquera. Voilà, voilà combien il met sa carrière au point, comment dire, un point final à sa carrière, plutôt un point d'exclamation, on va dire, puisque il aura déclaré après derrière que, bah, forcément, ben voilà, il s'est excusé auprès du gardien de Aix. Il dit, ben voilà, il était comme quoi il était vraiment temps que j'arrête. C'était devenu, voilà, ça peut commencer à faire beaucoup trop, mais ça, c'était quelques semaines avant ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Je ne reviens pas dessus. Je t'invite à aller sur la playlist des Jeux Olympiques pour que je puisse t'expliquer, enfin, que tu puisses comprendre ce que j'en pense. J'ai fait une litanie là-dessus. Je ne vais pas continuer, sinon je vais devenir colère. Voilà, en gros, pour ce Yago concernant le Paris Saint-Germain, rempli d'émotions, bien sûr, en fin de saison. Et maintenant, on va continuer à dérouler la présentation et présenter les départs. Non, il n'y en a pas 8. J'ai oublié de changer le chiffre. Il n'y en a que 5. 5 départs, donc Adama Keita, j'ai pas cité tout à l'heure, Sadou Tanzi, qui part du côté de Tatabania. Adama Keita, lui, est parti du côté de l'AEK Athènes. Johan Gibelin, lui, en manque de temps de jeu à Paris, lui est parti du côté de l'USAM Nîmes. Dominique Maté, lui, par contre, est parti renforcer Kielce en Pologne. Le Hongrois, qui aura pas beaucoup joué, même il aura raté toute la fin de la saison. Il s'est encore blessé une nouvelle fois au genou. Et bien sûr, le GOAT, Nicolas Karabatic, qui part à la retraite. Salut champion, repose-toi bien, merci pour les travaux. Le GOAT, jusqu'à quand? Je pense que, en fait, compte tenu de son palmarès, je vois que Mathias Gitzel, qui est jeune, qui est dans son prime, peut peut-être arriver à quelque chose d'équivalent, mais il va falloir s'ambiancer. Il va falloir s'ambiancer très très fort avec son équipe du Fuchs Berlin en club et avec la sélection du Danemark. Mathias Gitzel, peut-être au même niveau que Nikola Karabatic, on va voir, on va regarder ça d'ici quelques années, voir comment les choses se profilent. Maintenant, le set de platine. Ça y est, on est à la salle Pierre de Coubertin et c'est une équipe très âgée qui se propose à nous cette année, mais vraiment très âgée.
29,4 ans de moyenne d'âge, avec 6 joueurs de plus de 30 ans. C'est très simple. Les ailiers, de deux côtés. Je ne vais pas prendre mon ordre habituel, hein. Je vais essayer de prendre de manière, voilà, par rapport à l'âge. Mathieu Gréby, en fait, oui, voilà, il est âgé, il sera en fin de contrat à la fin de l'année prochaine, à la fin de cette année. Il a 32 ans, il me semble-t-il. Léo Plantin, lui, par contre, c'est le plus jeune, hein. C'est le backup de Mathieu Gréby. Lui n'a que 20 ans, une vingtaine d'années. Et de l'autre côté, sur l'aile droite, tu as Ferran Solé, aussi, pareil, un peu plus de 30 ans. David Balaguer, même chose, les deux Espagnols, aussi, voilà, très expérimentés. Mais voilà, quoi, ça commence à chiffrer en termes d'âge, en termes d'explosivité. Ce sera peut-être une limite, j'aurai l'occasion d'y venir dans une section un petit peu plus tard. Sinon, bah, qu'est-ce qu'on a au niveau? On va revenir dans le déroulé habituel, parce que aussi dans les buts, hein, les gardiens non plus, ils sont pas tout jeunes, hein. Andreas Palika, le gardien suédois, ils sont pas tout jeunes, mais qu'est-ce qu'ils sont performants, quoi. Excellent gardien, magnifique, avec des pourcentages hauts, jusqu'en haut du plafond. Andreas Palika, le suédois, et Yannick Green, le danois, sont des gardiens du temple et peuvent sortir des parties vraiment du feu de Dieu encore. Et ça, pour le coup, l'âge, c'est pas trop un problème quand on est gardien. Je reviens sur la base arrière, et donc pour te dire que arrière gauche, lui, il n'est pas vieux, par contre, Elohim Prandi, voilà quoi. On va y venir sur lui un petit peu plus tard, pareil, dans cette vidéo. Jacob Holm, le Danois, alors on attendait beaucoup plus que lui. Il était un petit peu barré par Nicolas Karabatic l'année dernière, qui était à son poste et qu'il fallait un petit peu montrer, un peu en tournée à Harlem Globetrotters avant la fin de sa carrière. Là, on attend de lui qu'il prenne davantage de place en remplacement d'Elohim Prandi. Et toujours au poste d'arrière gauche, alors que lui sera beaucoup plus utilisé sur un rôle défensif poste 3, c'est Walem Peleka, le jeune mais qui apprend vite, qui apprend fort. Voilà MPDK, il a pareil, lui, pareil, il a 21 ou 22 ans, mais il a la puissance d'un daron, quoi, vraiment, quoi. Voilà MPDK, grand avenir aussi à regarder très très fort dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Demi-centre, la paire néerlandaise. Luc Steins, on le connaît, lui aussi plutôt jeune, vraiment, mais son compatriote et également qui fait sa doublette aussi en équipe des Pays-Bas, Danny Bayens. Danny Bayens qui est en Bundesliga l'année dernière. Ouh là 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 là, c'est de la dynamite cette paire. Danny Bayens, lui, est plus jeune par contre. Les deux se connaissent par cœur. Ça va aller très très vite. Lorsque tout ça sera bien rodé, eh ben, tu vas voir que ça va envoyer du lourd. Voilà, je ralentis ma voix exprès pour t'expliquer que vraiment, la paire de demi-centre avec Luc Steins, même si on a l'impression que Luc Steins est un tout petit peu en perte de vitesse, son jeu tout en explosivité commence à être de plus en plus prévisible, les défenses commencent à de plus en plus à s'adapter sur son style de jeu qui est très particulier. Néanmoins, ça reste quand même comment dire, un joueur déterminant pour le Paris Saint-Germain, qui est le petit meneur de jeu rempli de dynamite dans les jambes. Arrière droit, lui aussi, on attend beaucoup plus de lui, mais est-il en mesure de pouvoir envoyer encore, puisque lui aussi, pareil, l'âge n'arrange pas sa situation. Kent Robin Tonnesen, le Danois, est attendu à beaucoup plus haut en termes de performance. Il sera baqué par le nouvel arrivant qui remplace Dominique Maté, Yaya Omar, l'Égyptien, international égyptien, qui arrive en provenance de Veszprém et qui vient combler le poste d'arrière droit. Alors, là, au moment où je tourne cette vidéo, le trophée des champions a eu lieu. Il n'a pas du tout été mis à son avantage, mais il y a des raisons, et on va revenir sur ces raisons qui ont fait que le Paris Saint-Germain a véritablement sombré dans ce match du trophée des champions et que Yaya Omar aussi, par la même occasion. Et le dernier poste dont je n'ai pas parlé, c'est le poste de pivot, bien sûr. 219 buts, le meilleur buteur du championnat, tireur de penalty hors pair avec un taux de réussite euh, affolant. Kamil Chibzak, meilleur pivot d'attaque au monde. Bien sûr, il défend absolument pas du tout. C'est une vraie porte de salut en défense, mais en attaque, il est fou furieux. C'est un fou dangereux, le Polonais. Kamil Chibzak, au poste de pivot, il est baqué notamment par Ruben Marchand, l'Espagnol, qui est arrivé l'année dernière de Nantes. Aussi, quand il peut, par Luka Karabatic, le capitaine, mais Luka, le frère de Nico, donc, qui est aussi sur la fin, Luka, lui, sera principalement utilisé poste 3 en défense. Et encore, lui aussi, Luka, je sens que ça commence à tirer. Là, ça commence à faire beaucoup. Et en tout cas, lui aussi, pareil, c'est le plus âgé de la bande, hein. Enfin, il a 36 ans. Mais voilà, quoi. Si ça va vite, si c'est explosif, là, le métier, bien sûr, quand on joue au métier, ça gagne toujours. Mais Luka Karabatic, j'ai des réserves. J'ai des réserves sérieuses sur lui.
Et par contre, un petit jeune qui arrive en provenance d'Ivry, c'est Gauthier Loredon, qui vient apprendre en tant que backup de backup pivot. Il sera la quatrième option, compte tenu de tous les pivots qu'il y a, en tout cas du moins en attaque. Quand tu sais que devant, tu as Camille Chibjak et tu as Ruben Marchand, tu t'appelles Gauthier Loredon, tu te détends tout de suite. Tu te détends et tu apprends auprès des anciens et tu vas voir que tu vas faire un step de fou malade. Donc, on souhaite une bonne saison en tout cas, quoi qu'il en soit, à l'ancien livrien Gauthier Loredon. Ça, c'est le set de platine qui est entraîné par donc Raoul de González, présent au club depuis 2018, qui a remplacé le sage Serdar Uzic et adjoint, lui aussi ancien gardien du Paris, ancien gardien de Paris Handball à l'époque, avant que ce soit le Paris Saint-Germain, époque Qatari, Patrice Annonay, qui est adjoint donc de Raoul González. On enchaîne. Dans le Money Time, c'est simple. À la salle Pierre de Coubertin, pas d'autre option, le titre en point de mire et c'est tout. Le titre, en tout cas en Ligue Molly Star League, bien sûr, il y a toujours l'objectif d'aller chercher la Ligue des Champions, mais là, le Paris Saint-Germain, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui veut la Ligue des Champions, hein. C'est un peu valable, c'est un peu le même discours que dans le foot. Et là, ce qu'il faut bien ce dont il faut bien se rendre compte côté Paris, c'est que Nantes se rapproche. Et au moment où je te parle, j'ai pas peur de te dire que c'est Nantes qui est favori pour le titre. Au moment où je te parle, avant que la saison commence, alors qu'on vient de terminer le trophée des champions. Parce que Nantes, quand on regarde la façon dont Nantes s'est renforcée, pour l'heure, ça marche beaucoup mieux parce que Nantes s'est rodé davantage que Paris. Regarde la préparation des deux équipes. Alors, les matchs de prépa, j'ai tendance à ne pas accorder du tout de crédit aux matchs de prépa. Toutefois, il faut quand même observer que Nantes est allé se taper en Allemagne dans des tournois contre les meilleurs d'Europe, alors que le Paris Saint-Germain a fait un feeling Harlem Globetrotter contre Zixtar et l'équipe nationale du Japon pour le marketing. Il y a différentes façons de se préparer et j'ai même entendu que Raúl Garcia, il n'est pas de ceux qui font beaucoup de matchs de préparation. En attendant, ben, du coup, le trophée des champions, tu l'as laissé filer parce que tu as une équipe qui est davantage au point et c'est Nantes qui est au point par rapport à Paris. Alors, ça va venir, Paris, ça va pas, ça va être en mode diesel. Comme je te l'ai dit, il y a des anciens dans l'équipe. Donc, mais ça va démarrer tranquillement, mais quand ça va démarrer, quand ça va accélérer, après, ça va plus rien laisser passer. Ça va être au métier, ça va envoyer très, très gras. Le budget du Paris Saint-Germain, c'est simple, il est pharaonique. Quoique, il a pas été, il a déjà été plus haut il y a 2 ans. Là, le budget de Paris, c'est 16 millions. 16 millions d'euros pour 2024-25. Et c'est la 15e saison d'affilée du Paris Saint-Germain en Star League. Et depuis que QSI est arrivé, c'est le 11e titre de champion en totalité et le 10e d'affilée. Rappelle-toi, il y a eu un premier titre, après Dunkerque est venu mettre son petit grain de sable, hein. Tu vois la deuxième année de QSI, et depuis que Dunkerque a fait remporter son titre, ben c'est simple, Paris a tout enchaîné depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Et aussi, ce qui me fait dire que voilà que l'enjeu est de taille pour Paris, c'est qu'on a l'impression de loin que l'équipe du Paris Saint-Germain stagne un peu et que tu vois, quand tu vois l'effectif aujourd'hui, on est loin de l'époque, tu vois l'époque exceptionnelle avec Toft Hansen, Gensheimer, Sagosen, Karabatic un petit peu plus jeune. Et tout ça, c'était vraiment une équipe de fous malades. C'était un set, mais affolant à ce moment-là. Paris a fait quand même la finale de Ligue des Champions en 2017. Il y avait la place pour la gagner. Ils ne l'ont pas gagnée. Ils ont perdu en finale. Et aussi, on se rappelle de la demi-finale l'année en 2018 où il y avait 3 clubs français qui étaient arrivés dans le Final Four avec Kielce. C'était Nantes, Paris et Montpellier. Cette année, c'est Montpellier qui l'avait remporté. Et Paris a dû se contenter de la troisième place. Et donc, et a battu Kielce. Et donc, depuis 2000, la finale perdue de 2017, l'équipe ne parvient plus à se hisser en finale, à savoir que quand tu regardes le palmarès, régulièrement, ça s'arrête aux portes du Final Four. Comme l'année dernière, ça s'arrêtait à la porte du Final Four en quart de finale et contre Barcelone. Et c'était le match de Barcelone pour te faire le truc. Le match aller, tu le perds, mais vraiment, tu prends une volée à Coubertin, le Barcelone ne rigole pas avec toi, tu perds 30-22, tu réussis à faire un 32-31 à Barcelone au retour, mais dès le quart de finale aller, il n'y avait plus de suspense, quoi. Donc le Barça s'était largement imposé à ce stade-là. Donc voilà, je t'épargne les phases de poule hein, de la Ligue des Champions, c'est juste le quart de finale et on veut voir Paris après arriver en Final Four et en découdre avec les autres équipes. Et pour rappel, l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions l'année dernière, ce n'est ni plus ni moins, non, ce n'est pas Magdebourg, non, ce n'est pas Kiel,
Non, ce n'est pas Aalborg pour la dernière de Mikkel Hansen en finale, c'est le Barça de Dickamem, de Melvin Richardson, de Sinrich, voilà, de Alej Gomez, de Gonzalo Pérez de Vargas et toute la bande, le Barça, une équipe fabuleuse qui a remporté son titre de Ligue des Champions l'année dernière et qui, en passant, avait sorti le Paris Saint-Germain en quart de finale. Donc, Paris, il y a de la place. Oui, on veut le titre, mais est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait pour l'instant? Alors, on a recruté des joueurs talentueux. L'effectif vieillit, vraiment, sérieusement. Il va falloir penser à le rafraîchir, à le régénérer. On va voir cette année ce que ça donne. Moi, perso, je me fais pas trop de soucis quand même, même si l'équipe est un petit peu âgée. Mais n'en demeure pas moins que il va falloir commencer à rajeunir, à régénérer un petit peu tout ça. Voilà, ça c'était le Money Time. Et maintenant, l'expert de défi, dans cette section, tu le sais que c'est le frame entre l'expert époque Claude Nesta et les femmes de défi époque avant qu'il se retire une première fois Olivier Crumbles. Donc voilà, si tu sais pas ce que c'est que les experts et les femmes de défi, je peux rien faire pour toi. Il faut que tu fasses tes recherches sur Internet. J'ai pas le temps d'expliquer ici. Mais Elohim Prandi, c'est lui, bien sûr, qui va faire cliquer ou qui va me faire zapper sur Beansport. On parle d'un international français de 26 ans à ce jour, joueur dans son prime, c'est-à-dire en pleine possession de ses moyens physiques, psychiques et pour pouvoir en fait s'exprimer au mieux. Il est en pleine maturité, c'est un finisseur infatigable. Il est capable de tirer dans des ranges absolument hallucinants, à 11 mètres, des patates à 11 mètres, à 12 mètres, à 15 mètres. Il n'a pas peur, un corps de bison inarrêtable. Il a été donc consacré, notamment lors de la cérémonie qui a précédé le match du Trophée des Champions. Il a été élu MVP de la saison 2023-24 et bien sûr meilleur arrière-gauche. Dans cette saison 23-24, il est accrédité de 160 buts en 28 matchs. C'est le deuxième meilleur buteur du club derrière Kamil Sibzak, 65,8% de réussite au tir. Il aura effectué 3 passes décisives par match. Et en défense, en poste 2, il arrive à gratter quelques ballons. Et par contre, bien sûr, il ne tire pas des 7 mètres, sauf accident. Normalement, les 7 mètres, c'est réservé à Kamil Shibjak. Ou si c'est pas Kamil Shibjak, c'est Ferran Solé qui s'en charge. Mais lui, Elohim Prandi, c'est pas sa mission, c'est pas ce qu'on lui demande. Il est donc, je pense, même si la conversation, ça tousse fort avec Emric Min, mais il reste le meilleur joueur français actuellement en activité, tout simplement, de l'avis de l'ensemble des experts à l'international. C'est pas seulement moi qui le dis, mais tout le monde le reconnaît que Elohim Prandi, c'est en termes d'arrière-gauche, c'est le meilleur. On a du mal à trouver mieux. En ce moment, de l'autre côté, si tu as du mal avec ça, ben, sors-moi un joueur arrière-gauche meilleur que lui pour l'instant à ce poste-là. Et crois-moi, il y a du monde. Non, 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 Simon Pitlick est encore un bras en dessous. Il a encore un tout petit peu de chemin à faire. Allez, on continue de dérouler le futur maintenant pour le Paris Saint-Germain. Comment est-ce qu'on voit la suite? Eh bien, c'est simple, je te l'ai écrit en gros. 28 victoires, un nul, une défaite. Et la défaite, je l'imagine contre Nantes et le nul contre Toulouse. Le reste, ça écrase tout le monde partout, ça roule sur tout le monde, sur tout le paquet. Et tu vas voir que le classement, parce que je t'ai fait exactement le même pronostic pour Nantes, parce que quand tu regardes le classement final, voici, dédicace à la roucoulette, voici mon classement. Et je t'ai mis en plus les points, le nombre de victoires et le nombre de défaites à chaque fois. Et pour moi, je t'ai mis le Paris Saint-Germain deuxième, avec le même nombre de points que Nantes, 57 points. Ben, tout simplement parce que je me dis que Nantes, au goal average particulier, va s'en sortir beaucoup mieux. Voilà, la confrontation directe entre les deux équipes, c'est Nantes qui va s'en sortir. Et donc, pour moi, tu imagines que là, à ce stade de la saison, je vois Nantes champion de France. Il y a tout pour. Tous les signaux sont ouverts. Tout indique que Nantes va remporter ce titre. Même, j'ai même entendu que le président ce matin avait gagné une place stratégique à la Ligue nationale. Donc, tout sourit, tout s'ouvre pour Nantes pour qu'ils puissent remporter cette année leur tout premier titre de champion. Il y a la place, il y a les joueurs, il y a le coach, il y a l'effectif, il y a Ayoub Abdi, et il y a tout ce que tu veux pour que Nantes remporte son titre. Par contre, le Paris Saint-Germain, je suis désolé, il manque un brin de fraîcheur. Bien sûr, ils vont se mettre en route,
ça éclate n'importe qui. Mais par rapport à Nantes, je pense que Nantes a un, voire deux coups d'avance sur le Paris Saint-Germain. Et surtout que Nantes commence à ritualiser, connaît la recette pour pouvoir battre le Paris Saint-Germain à chaque fois. Et ils ont les joueurs pour pouvoir faire ça. Et donc, c'est comme ça que je te donne mon classement final. Alors, je vais le dérouler, donc de 16 à 1. J'ai donc Istres 16e, 8 points, Créteil 15e, 12 points. Ce sont les deux équipes pour moi qui descendent. 14e Ivry 14, 13e Tremblay 17, 12e Cesson 21, 11e Saint-Raphaël 22, 10e Chartres 23, 9e Dunkerque 24. Donc ça, c'est un gros paquet de Dunkerque à Cesson, on va dire en mode, voilà, chasse-patate, ventre mou, quoi. Un peu plus haut, 8e Nîmes 32, 7e le PAUC 34, 6e Chambéry 37 et 5e Limoges 38, 4e Toulouse 39. Donc de Toulouse jusqu'à Nîmes, ce sont des équipes qui vont jouer l'Europe, à mon sens. Même Montpellier, en fait, va mener quand même ce peloton-là, mais ce ne sera pas aussi flagrant que l'année dernière. Montpellier troisième avec 41 points. Et je vois les deux premiers caracoler, mais vraiment défoncer la concu sans aucun problème. Nantes et le Paris Saint-Germain, 57 points chacun. Et pour moi, c'est Nantes qui passe devant. Je vois Nantes donc champion à ce stade de la saison, alors que la saison va recommencer à partir de demain. Voilà, ça y est, on y arrive. J'arrête le partage et me voici. C'est terminé. Je suis allé au bout de mon pari, au bout de mes previews. Je suis très heureux et je te remercie de m'avoir suivi depuis que j'ai lancé cette aventure il y a maintenant un peu plus de 2 semaines de ça, quand j'ai commencé avec Istres. Je ne savais pas où ça allait me mener et comme je t'ai dit, j'ai construit mon parachute en même temps que j'ai commencé à sauter. Et donc, je te remercie de ton suivi. Si ces previews t'ont plu, je t'invite à liker, à partager à tes amis supporters du Paris Saint-Germain. Tu les fais entrer dans la conversation avec moi, tu leur demandes, voilà, tu leur dis, est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est des saucisses? Ou alors, même si c'est pas des saucisses, eh ben, tu mets tes arguments documentés, sourcés et avec dans ton plus beau français, avec ta plus belle expression. Tiens, je bouge la caméra, ça y est, c'est n'importe quoi. Il est temps que ça s'arrête, moi aussi. On aurait dit Nicolas Karabatic lors de son dernier match. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, c'était un vrai plaisir de t'animer cette série. J'espère que tu auras appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses en construisant ces previews pour chacune des équipes de la Ligue Kimoli Star League. Tu as vu que j'étais dans plusieurs endroits différents, à l'aéroport, en chambre d'hôtel, un peu partout, dans un studio à Toulouse, quelque part. Enfin voilà, c'était un vrai parcours du combattant, mais j'y suis arrivé. Voilà. Je te souhaite en tout cas une très belle saison de Ligue Kimoli Star League. Si tu joues en club, préserve-toi et surtout, sois toujours meilleur à chaque match. Sois toujours engagé. Pour ceux qui ne jouent pas au hand, comme moi, mais qui sont actifs, eh ben, faites ce que vous avez à faire, soit en tant que bénévole, ou soit en tant que, comment dire, en tant que membre un peu plus actif au sein des clubs. Faites-le bien, notre sport en a besoin. Moi, j'ai fait ma part du boulot en délivrant 16 previews de manière complètement artisanale avec ce que j'avais, en utilisant Zoom pour te faire les présentations. J'espère que toutefois, la parole aura été pertinente. C'était un vrai bonheur, que du plaisir et la passion pour te proposer tout cela. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette preview. Merci précisément aussi à la Roucoulette ainsi que l'ensemble des speakers que j'ai interviewés sur l'Enthusiastic Podcast. Le Enthusiastic Podcast, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il y a l'interview de la Roucoulette. J'ai aussi le speaker d'Ivry Mémez qui est venu aussi également. Et le speaker du HBC Nantes, Dominique Bouziane également, qui était mon premier invité qui s'est prêté au jeu de l'interview. C'était un très bon moment à passer avec lui. Donc ça, c'est l'autre série de contenu que j'ai, plus en mode podcast, où là, tu peux écouter ça en même temps que tu es en train je sais pas, de te préparer ou de te concentrer ou voilà, pour ton prochain match, ou alors que tu es en train de conduire en voiture. Et bien sûr, je suis très actif sur Instagram où j'annonce tout un tas de choses. Je fais des réels, je fais des reviews, je fais des récaps en mode complètement décontracté. Et donc, je t'invite à suivre l'écosystème enthousiastique. Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. J'ai terminé cette série de previews. Alors, pour le handball masculin, c'est fini. Mais tu vas me voir revenir d'ici quelques jours pour le handball féminin, où j'ai l'intention de faire une grosse preview générale de la Ligue Butagaz Énergie.
là. Je ne vais pas aller club par club. Je ne peux pas me permettre de faire ça pour des raisons que je t'ai déjà dites dans une vidéo précédente. Et je la rappellerai en tout cas lorsque la vidéo sortira. Mais là, en tout cas, concernant le handball masculin, j'ai plus qu'à te souhaiter une très belle saison. Et on se voit très bientôt pour la grande preview des filles de la Ligue Butagaz Énergie. 14 clubs qui vont en découdre, dont 2 qui sont quand même assez au-dessus du lot. On va en parler dans la prochaine preview, dans la prochaine vidéo. Des previews vers les étoiles, cette fois-ci, version féminine. Allez, je m'arrête là. Bonne saison de l'équipe Modi Star League et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!